Concours d'accès en première année des INSA Maroc pour l'année 2025. Épreuve de physique-chimie. La question 21 et 22 de l'exercice numéro 1. Il s'agit d'un service de Tines. B, c'est une balle. Il y a une balle ici, située à une distance de 0,4 à partir du point A. Et la distance séparant le O à A, c'est 1,6 mètres. La distance D, elle est égale à 12 mètres. La distance H, elle est égale à 1 mètre. Donc pour la première question, question 21, on veut la vitesse V0, qui est verticale. Et pour la question 22, on suppose que alpha égale à 0, c'est-à-dire l'angle alpha égale à 0, c'est-à-dire que V1 elle est portée par l'axe OX, l'horizontale. À quoi est égal V1? Donc pour la question 21, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. On a la variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale au travail du poids, qui est égal à M fois G fois H'. Cette distance, c'est H'. Puisque EC est égal à 1 demi MV0 au carré, qui est égal à mg fois h'. Donc après simplification par m, on va trouver que v0 est égal à 2 racines de 2 mètres par seconde. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Concernant la question 22, on a V1, elle est portée par l'horizontale. Et la distance séparant O à B, c'est OA plus AB, c'est-à-dire 1,6 plus 0,4 est égal à 2 mètres. On a D ici est égal à 12 et on a le filet ZH égale à 1 mètre. Donc, selon l'axe horizontal, on a le mouvement et les rectilignes uniformes, c'est-à-dire on a D est égal à V1 fois T, donc T est égal à D sur V1. Et selon Z, c'est un mouvement uniformément varié. Donc est égal à moins 1 demi gt au carré plus V1Z qui est égal à 0, puisque V1 elle est portée par l'axe OX. Donc 0 fois T plus Z0 plus cette distance ici. Donc on va remplacer le Z par 1, et on va remplacer le D par 12, et on va remplacer le Z0 par 2. Et on va trouver que V1 il est égal à 12 racine de 5 mètres par seconde. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. Donc maintenant, on va supposer que V1 il est égal à 20 mètres par seconde. C'est par 12 racine de 5. On va prendre V1 est égal à 20 mètres par seconde. Donc l'exercice 23. Donc, quelle est la plus grande valeur de l'angle alpha pour que l'adversaire placé à une distance L égale à 8 mètres derrière le filet reçoit la balle à la hauteur grand H égale à 2,6 mètres. Quelle est donc la plus grande valeur de l'angle alpha? Pour la question 24, on va supposer que alpha égale à 45 degrés et que V1 est égal à 15 mètres par seconde. Donc si l'adversaire placé à 3 mètres derrière le filet n'intervient pas pour intercepter la balle de Tines, donc à quelle distance du point O cette dernière touchera le sol? Donc, voici le croquis. Donc, on a l'angle alpha ici.
Donc la distance x, c'est-à-dire allant de haut jusqu'au le point où la hauteur est grand H. Cette distance elle est égale à D plus cette distance ici qui est égale à grand L. Donc grand L. Donc DL. Donc D plus L, c'est 12 plus 8 qui est égal à 20 mètres. Et Z, elle est égale à grand H, qui est égal à 2,6 mètres. Et V1, elle est égale à 20 mètres par seconde. Donc selon X, on va projeter V1 sur l'axe des X et sur l'axe des Z. Donc selon X, c'est V1 cosinus alpha. Et selon Z, c'est V1 sinus alpha. Donc selon X, on a X est égal à V1 cosinus alpha fois T plus 0, puisqu'il va partir du point 0 ici. On va tirer le T, donc T est égal à X sur V1 cosinus alpha. On a Z, elle est égale à moins 1,5 GT au carré plus V1 sinus alpha T plus Z0. Donc on va remplacer T par cette valeur ici, on a cette équation ici. Et on sait que 1 sur cos carré alpha, c'est 1 plus tangente carré alpha. Donc on va remplacer 1 sur cos carré alpha par 1 plus tangente carré alpha. Donc après ramification des termes, on va trouver que Z elle est égale à cette expression ici. Donc Z elle est égale à 2,6. On va la remplacer ici, donc on aura une équation de second degré. Dans la variable, c'est tangente alpha. Donc on va calculer le discriminant. On va trouver qu'à peu près est égal à 17. Donc tangente alpha elle est égale à 20 moins 17 sur 2 fois 5, 10, c'est-à-dire 0,3, et ou bien est égal à 3,7. Donc, la plus grande valeur, c'est 3,7. Et 3,7 est proche de 3,5, donc c'est-à-dire il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Parce qu'on veut la valeur de tangente alpha. Donc, elle est à peu près égale à D. Donc ça, c'est la géométrie. C'est 1 plus tangente carré alpha est égal à 1 sur cosinus carré alpha. Donc ça, c'est simplement réduction au même dénominateur. On va trouver cette expression ici. Donc la question 24. Donc c'est la distance d'impact. Parce que ce qu'on veut ici, c'est le point où la balle touche l'axe ici. Donc, on a cette équation, la trajectoire, sachant que maintenant, alpha est égal à 45 degrés et V1 est égal à 15 mètres par seconde. Donc, on a cette équation ici. Donc, lorsque la balle, il touche le sol, c'est-à-dire elle est portée par l'axe des X, c'est-à-dire que Z égale à 0. Donc, on va prendre Z égale à 0. On aura une équation de second degré qui a pour variable T. On va trouver que T à peu près est égal à 2,3 secondes. D'où la distance D, c'est-à-dire la distance horizontale, c'est la projection de V1 sur l'axe des X, c'est V1 cosinus alpha. Donc c'est V1 c'est 15 cosinus de 45 fois T. Donc tout ce calcul fait nous donne à peu près 24 mètres. Donc il faut coucher la réponse D qui est la réponse juste. Parce que ce qu'on veut, c'est cette point-là. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est que la balle, elle vient ici. Il touche l'axe des X.
L'exercice 2. Edem et Rania jouent un jeu de plage constitué d'un lanceur à ressort. On néglige tous les frottements de l'air et on donne la valeur de l'accélération G est égale à 10 mètres par seconde carré. La raideur du ressort c'est K est égal à 300 newtons par mètre. Et la masse de la balle AM est égale à 5 grammes. Edem comprime le ressort dont la longueur diminue parce qu'il y a une compression de 3 cm, puis il relâche la gâchette. À l'instant où le ressort atteint sa longueur naturelle, la balle est propulsée avec un angle alpha égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale depuis une altitude Z1 qui est égale à 1,5 m. Donc en admettant que l'influence de la pesanteur peut être négligée dans cette première phase. Quelle est la valeur maximale de la balle à l'instant de la propulsion? La question 26, on admet que la balle est propulsée avec une vitesse. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle avant que Rania la rattrape? Dans cette phase, on tient compte de l'effet de la pesanteur. Ici, on néglige. Ici, on tient compte de l'effet de la pesanteur. Donc, ce qu'on veut ici, c'est ce qu'on appelle la portée. Donc, on a un ressort qu'on a comprimé de 3 cm. Donc, il y a conservation de l'énergie mécanique du ressort entre la position de la compression et celle de lancement de la balle. Donc, on a l'énergie élastique est égale à l'énergie cinétique. C'est-à-dire que 1 demi K delta X au carré est égal à 1 demi 1 V au carré. Donc, tout calcul fait nous donne V est égal à 3 racine de 6 mètres par seconde. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Puisqu'ici, on a tout simplement négligé l'effet de la pesanteur. Dans l'exercice 26, on tient compte de l'effet de la pesanteur. Donc, dans ce cas-là, on a V0 qu'on vient de trouver, elle est égale à 3 racines de 6 et alpha égale à 30, et on a V0Z, c'est-à-dire la projection de V0 selon l'axe Z, elle est égale à V0 sinus alpha qui est égal à 3 racines de 6 sur 2, qui est égal à 1,6 racine de 6 mètres par seconde. Donc on a la relation qui ne tient pas compte du temps. Donc on calcule Z moins Z0. Donc elle est égale à ce rapport ici. Donc cette distance, c'est H. Donc, tout simplement, puisque c'est ça, lorsqu'elle arrive à point maximal, donc cette vitesse, elle est égale à 0. Donc, elle reste tout simplement cette valeur ici, qui est égale à 0,675. Donc, d'où la hauteur. Donc, la hauteur totale atteint, puisqu'il y a un Z1 ici. Depuis l'horizontale. Donc, il y a un Z1 par rapport à l'horizontale. Donc, il faut ajouter ce terme-là à Z1. Donc, on va trouver qu'à peu près est égal à 2,175 mètres. Et la valeur la plus proche, c'est 2. C'est-à-dire qu'il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. L'exercice 3. Un pendule est constitué d'une petite bille assimilée à un point matériel placé au point M. Sa masse, c'est 10 grammes. Et la longueur du fil, ici, 50 cm. La pendule est écartée
d'un angle alpha par rapport à la verticale, delta. Il tourne avec une vitesse de rotation constante autour de cet axe delta. La vitesse de rotation, c'est 10 radians par seconde. Donc on donne G égale à 10 mètres par seconde carré. Donc quelles sont les valeurs de l'angle alpha et de la tension du fil T? La tension ici est l'angle alpha. La question 28, quelle est la vitesse de rotation minimale à partir de laquelle le pendule commence à s'écarter de l'axe de rotation? Donc la question 27, on a les forces, on a T, on la projette sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Donc ça, c'est T cosinus alpha, et ça, c'est T sinus alpha. Donc, on a sur l'axe vertical T cosinus alpha moins P égale à 0, c'est-à-dire que T cosinus alpha est égal à P. Et ici, ça c'est centripète, c'est-à-dire on a T sinus alpha est égal à M fois V au carré sur R. Avec V, elle est égale à R oméga. R, c'est le rayon de rotation de ce cercle ici. Donc, sinus de alpha, c'est R sur L, c'est-à-dire que R, le rayon est égal à L sinus alpha. Donc, d'où ici, on a cosinus de alpha est égal à P sur T, et on a ici T sinus alpha est égal à M, on va remplacer V par sa valeur, et on va remplacer R par sa valeur. On va trouver que T sinus alpha est égal à ML sinus alpha oméga carré. Donc, on simplifie par sinus alpha, elle reste T est égal à M oméga carré L. Donc on va trouver qu'elle est égal à 0,5 newton. Une fois on trouve cette valeur-là, on la remplace ici. Donc puisqu'on connaît le P, donc ceci va nous donner 0,2. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. Donc la question 28, la vitesse de rotation minimale pour écarter le pendule. Donc on a toujours cosinus de alpha qui est égal à mg sur t. Donc, et on a t est égal à m oméga carré L. Donc cosinus de alpha est égal à mg sur m oméga carré L. Donc on a remplacé t par sa valeur. Donc d'où cosinus de alpha est égal à g sur oméga carré L. Donc oméga carré, il est égal à g sur cosinus de alpha fois L. Donc pour que oméga soit minimal, il faut que la bille soit dans sa position ici. La position d'équilibre stable, c'est-à-dire que alpha égale à 0. Autrement dit, puisque cosinus de alpha est compris entre moins 1 et 1. Donc même si on renverse, un seul cosinus alpha il reste toujours compris entre moins 1 et 1. On va voir que G sur L, il est compris entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Donc G sur L, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, puisque oméga carré elle est positif, c'est-à-dire que oméga carré qui est égal à G sur L, donc G sur L est compris entre 0 et 1. Donc, entre 0 et 1, donc la valeur minimale c'est 0. Donc entre 0 et 1, donc la valeur minimale c'est alpha égale à 0. Donc si alpha égale à 0, cosinus de alpha elle est égal à 1. Si cosinus de alpha égale à 1, donc la valeur minimale c'est tout simplement oméga carré minimal est égal à G sur L, c'est-à-dire qu'oméga minimal est égal à racine carrée de G sur L, qui est égal à 2 racines de 5 radians par seconde. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.
L'exercice numéro 4. On réalise le montage électrique représenté sur la figure 3. Donc, il comporte un générateur de tension E et de résistance interne négligeable. On a deux résistances ohmiques et on a une bobine avec une résistance RB. Donc, on propose, donc il y a ici un interrupteur. Donc, le système de saisie informatique apporté permet de tracer les courbes C1 et C2. Donc C1, c'est la courbe de cette portion. Et C2, c'est la courbe de cette portion ici. Donc, quelle est l'intensité du courant qui traverse le circuit en régime permanent? Quelle est la valeur de la résistance petit r? Quelle est la valeur de l'inductance L0? Donc, voici le croquis. On a R0, on a RB, on a tension, on a tout ça. Donc, l'intensité du courant en régime permanent. Donc, en régime permanent, lorsque tu tend vers l'infini, la bobine se comporte comme un simple conducteur ohmique de résistance RB, c'est-à-dire le L s'empare. Donc, le courant est établi et constant. Donc, d'après la courbe C2, cette partie-là, on lit la tension UBM. Donc la tension UBM, c'est cette distance ici. Donc la tension UBM, c'est cette valeur ici. On a la résistance totale, c'est R, R0 et RB. Donc, en régime permanent, donc le I, la tension qui traverse le circuit, c'est la tension sur les diverses résistances, c'est-à-dire R total. Donc, d'après cette expression ici, le R, elle est inconnue. On ne connaît pas le R. Le petit r, elle est inconnue. Elle vient pour la question 39. Donc, pour trouver le courant ici, puisque ça, elles sont en série, donc, on va travailler avec la portion UBM. Donc, la portion UBM, c'est la courbe C2. Donc, la courbe C2. Donc, on a la tension au borne de R0, c'est UR0 qui est égal à R0 fois I. Donc, I est égal à UR0 sur R0. Et ici, UR0. Et ici, UR0, c'est-à-dire UBM, c'est cette valeur ici. Ça, c'est 5. Et ça, c'est 9. Parce que ça, c'est... Donc, ça, c'est 5. Ça, c'est 10 ici. Donc, ça, c'est 5. Ça, c'est 7,5. Et ça, c'est 10. Donc, ça, c'est 9. Donc, ça, cette valeur, c'est 9 volts. Donc, 9 et R0 est égal à 45. C'est-à-dire, on va diviser par 5. Ça reste 1 sur 5. C'est 0,2 ampères, c'est-à-dire 200 milliampères. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc, une fois on connaît le I, on peut trouver le petit r ici. Donc, tout simplement, puisqu'on connaît toutes les valeurs, donc R, elle est égale à 10 ohms. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc, pour trouver L0, il faut trouver le temps du circuit RL. On a taux, il est égal à L0 sur R total,
qui est égal à L0 sur R0 plus RB. Donc à partir de la courbe de croissance du courant, on peut déterminer taux graphiquement. Donc à peu près, elle est égale à 3 millisecondes, c'est-à-dire après, parce qu'on trace ici la tangente ici. Donc voici la tangente. Donc l'intersection ici. Donc l'intersection ici, c'est 3. Donc l'intersection ici, donc la projection ici. Ça donne 3 millisecondes. Donc on a taux est égal à 3 millisecondes. On va le convertir en secondes, puis on calcule le L0. On va trouver qu'il est égal à 180 millihenry. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. L'exercice 5. On monte en série à l'instant t égale à 0. Un condensateur de capacité C égale à 15 microfarads. Totalement chargé avec une bobine et un conducteur ohmique de résistance R égale à 20 ohms. Un système informatique approprié permet de tracer les courbes UC et UR. Ça c'est UC, ça c'est UR. Donc quelle est la valeur de l'énergie totale? L'énergie totale emmagasinée dans le circuit à l'instant T2 est égal à 14 millisecondes. Et quelle est la valeur de l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre T1 égale à 0 et T2 est égal à 14 millisecondes. Donc, on a C, on a R et on a les figures 5 et 6. Donc ce qu'on veut, c'est l'énergie totale. Donc pour cela, il faut qu'on calcule l'énergie au niveau de condensateur, puis l'énergie au niveau de la bobine. Et l'autre énergie, ça c'est dissipé par effet Joule. Donc, l'instant T2, c'est cette partie-là, parce que ça, c'est 5 millisecondes. Donc ça c'est 5, ça c'est 10, ça c'est 14, puisque ça c'est 15. Donc 14 millisecondes. À 14 millisecondes, on projette sur l'axe, on va trouver que UC est égal à moins 3,2 volts. Et que UR, la tension à 14 millisecondes, elle est égale à moins 0,5 volts. Donc l'énergie
totale, c'est l'énergie EC plus l'énergie EL, avec les expressions ici. Donc on connaît UC ici. Concernant I, il faut qu'on trouve un UR sur R. On a UR, elle est égale à moins 0,5. Donc, et on a L, elle est égale à T0 au carré, c'est-à-dire la pseudo-période, divisé par 4 pi au carré C. Ici, T0, c'est cette partie-là. Par exemple, donc ça c'est-à-dire on prend à partir de ce point ici, ça jusqu'au ici. Ça c'est T0. Donc ça c'est 5, ça c'est 10. Donc ça c'est 10 millisecondes. Donc c'est une période. Ou bien on compte d'après ce crête à ce crête ici. Donc c'est la même chose. Donc on va trouver qu'elle est égale à 10 millisecondes, c'est-à-dire 10, qui multiplie 10 à la puissance moins 3. Et on a pi au carré est égal à 10. Et on a 7 égale à 15, qui multiplie 10 moins 6 farad. Donc on va trouver que le L, elle est égale à 0,17 Henry. Et on a I est égal à UR sur R est égal à 0,025. Donc on remplace ici. On va trouver que ceci il est égal à 125 fois 10 moins 6 joules. C'est-à-dire est égal à 12,5 10 moins 2 millijoules. C'est-à-dire ça c'est 10 moins 3. Millijoules c'est 10 moins 3. Donc 10 moins 6, on a 10 moins 3. Et on a 10 moins 2 et on a mis la virgule ici. Parce que la valeur donnée c'est B. Donc c'est cette valeur ici. Parce qu'ils ont été donnés avec 10 à la puissance moins 2. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Concernant l'énergie dissipée par effet Joule entre les instants T1 et T2 qui est égal à 14 millisecondes. Donc l'énergie dissipée c'est E initial moins E T2 qu'on vient de calculer. Donc l'énergie initiale c'est 1 demi CUC 0. Donc la tension à l'instant 0 c'est 12. Parce que ça c'est 4. Donc ça c'est 4. 8. Ça c'est 12. Donc c'est 12 au carré. C'est 15, 10 moins 6 et UC0 est égal à 12 volts. Donc on va trouver qu'il est égal à 1090 moins 6 joules. Et on vient de trouver que ET2 ici, c'est-à-dire le total, il est égal à 12,5 10 moins 2 millijoules, c'est-à-dire égal à 125 10 moins 6 joules. Donc on va faire la différence. Avec la valeur absolue, on va trouver que ceci est à peu près égal à 955 microjoules. Donc il faut cocher la réponse C. Parce que ça, 955, il est à peu près est égal à 950. Donc entre 50 et 70, donc vous pouvez prendre C ou bien D.
L'exercice 6. On éclaire un fil d'un cheveu de diamètre A par un laser rouge dans le vide qui émet une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda rouge est égal à 630 nanomètres. On observe une figure de diffraction sur un écran situé à la distance D est égale à 1,5 m du fil. La longueur de la tache centrale observée sur l'écran est L1, qui est égale à 3,20 cm. On remplace maintenant le laser rouge par un autre bleu, dont le vide de longueur d'onde lambda bleu est égal à 413 nanomètres. Quelle est la valeur de la nouvelle largeur L2 de la tache centrale lorsqu'on va remplacer lambda rouge par lambda bleu? Donc, la question 35, quelle est la valeur du diamètre du cheveu utilisé, c'est-à-dire A, c'est-à-dire l'ouverture ici. Donc, ça se calcule à partir de la tangente. C'est-à-dire, on a une ouverture ici, c'est la tangente. Donc, tangente de alpha, donc parce que ça c'est connu. Donc, on a comme ça. Comme ça. Donc, ça c'est l'angle alpha. Et ça c'est L sur 2, c'est-à-dire cette ouverture, parce que ici ça c'est L1, on va la diviser par 2. Donc tangente, tangente, tangente de alpha, c'est tangente de alpha, c'est L1 sur 2 sur cette distance qui est D. Et tangente de alpha, puisque alpha il est petit, donc à peu près est égal à alpha. Donc on aura donc L1 sur 2D est égal à alpha. Et alpha, elle est égale à lambda sur A. Donc alpha, elle est égale à lambda sur A. C'est-à-dire qu'on aura ici donc L1 sur 2D, elle est égale à lambda sur A. D'où L1, elle est égale à 2D lambda sur A. Donc ça c'est qu'on ici le cours. Donc pour la longueur du rouge, on remplace lambda par R rouge. Et par le bleu, c'est L2 par le bleu. Donc maintenant, on va faire le rapport. On va trouver que L2 elle est égale à cette expression ici, donc elle est égale à 2 cm. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Donc maintenant, on veut calculer le A. Donc, on a lambda 1 est égal à cette expression ici. Donc on a toutes les valeurs, donc on calcule A, on va trouver qu'il est à peu près égal à 60 micromètres. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. L'exercice 7.
On considère deux isotopes radioactifs dont l'iode est utilisé en médecine. L'iode 131 de demi-vie 8,1 jours et l'iode 123 de demi-vie 13 heures. On dispose de deux échantillons de masse identiques. M égale à 10 grammes pour les deux isotopes. Donc on donne Ln22, on donne le nombre d'Avogadro. Pour la question 36, quelles sont les activités initiales de l'iode A0, c'est-à-dire I 131 et 123. Donc la question 37, au bout de combien de temps les activités des deux isotopes de l'iode sont-ils égales? Donc on a les données ici. Donc l'activité, on sait que l'activité c'est lambda fois 1, 0. Et lambda, elle est égale à ln de 2 sur la demi-période. Donc on a N0, c'est la masse sur la masse molaire qui multiplie le nombre d'Avogadro. Donc pour l'iode 131, donc il y a une masse qui est égale à 131 grammes par mol. Donc on calcule N0 et on a la période est égale à 8,1 jours à 7,10 à la puissance 5 secondes. Et on a lambda, donc est égal à ln de 2 qui est égal à 0,7 divisé par le T1 demi. Donc on va trouver qu'il est égal à 10 moins 6 secondes, moins 1. D'où l'activité pour l'iode 131, on va trouver qu'il est égal à peu près à 10 à la puissance 6 becquerel. De l'ordre, parce que ça c'est l'ordre, c'est 4,58 000 secondes, c'est l'ordre, de l'ordre de 10 à la puissance 16. Pour l'iode 123, donc c'est la même procédure, on va trouver qu'elle est à peu près, c'est-à-dire ça, donc elle est à peu près de l'ordre de 10 à la puissance 17 becquerel. Donc la réponse, c'est la réponse A. Donc c'est de l'ordre de 10 à la puissance 16 et 10 à la puissance 17, parce que ce qu'on veut, c'est l'ordre. La question 37, donc le temps pour lequel les activités sont égales. Donc on a l'activité à l'instant t est égale à l'activité à l'instant t0, l'exponentielle de moins lambda t. Donc pour 131, c'est-à-dire l'iode 131, pour qu'il soit est égal à l'iode 123, c'est-à-dire l'activité sont égales. Donc on va prendre ce terme est égal à notre terme. Donc ça c'est lambda de l'iode 131 et ça c'est lambda de l'iode 123. Donc on divise ça par ça, on trouve cette expression ici. Donc on va prendre le logarithme des deux termes, on va trouver que ceci nous donne t est égal à cette expression ici. Donc avec les valeurs, on va trouver que ceci c'est facile, c'est à peu près 12 jours et 7 heures, parce que ça c'est 2,3 jours. Donc 2,3, on va prendre 2 jours et 0,3, on va la multiplier par 24. On va trouver que c'est 7 heures. Donc la réponse, c'est la réponse C.
l'exercice 8, on veut argenter une assiette métallique. Ça. De surface totale de 100 cm². En couvrant la surface par une couche mince d'argent de masse petit m et d'épaisseur 20 micromètres. Pour atteindre cet objectif, on réalise une électrolyse dont l'assiette constitue, ça c'est un électrode et ça c'est un électrode en platine. Donc on s'intéresse au couple Ag+ sur Ag solide et O2+ gaz sur H2O liquide. Ça, ce sont les éléments ou bien les constituants qui sont mis en jeu. Donc on donne la masse volumique de l'argent et la masse molaire de l'argent. Le volume molaire, dans les conditions de température et de pression, c'est 25 litres par mol moins 1. Et le nombre de Faraday, c'est 96 500 coulombs par mètre, coulombs par mol moins 1. Avec un farad et à peu près égal à 96 500 coulombs par mol d'électrons. Donc, quelle est la concentration molaire initiale minimale de la solution de nitrate d'argent nécessaire pour réaliser le dépôt de Ag+ sur cette assiette? Et la question 39, on veut le temps mis pour le fonctionnement de l'électrolyse. Et pour la dernière question 40, on veut le volume de dioxygène formé pendant la durée de fonctionnement de l'électrolyse. Donc, donc ce qu'on veut, c'est la concentration molaire minimale. Donc, on a la surface, on a l'épaisseur, donc on a converti en centimètres. On a la masse, elle est égale à, ça c'est de l'argent, c'est la masse volumique multipliée le volume, c'est-à-dire c'est 4,2 grammes. Le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. La masse molaire, c'est égal à 108, ça c'est pour l'argent. Donc, elle est égale à 0,03889 moles. Donc, le volume, c'était égal à 200 millilitres. On va le convertir en litres, c'est égal à 0,2 litres. D'où la concentration est égale au nombre de moles sur le volume, qui est égal à 0,1945 moles par litre. Donc, on va s'intéresser tout simplement à 0,19. 0,19 moles par litre, c'est 1,910-1 moles par litre. Donc, la réponse juste, c'est B, parce que les valeurs sont données tout simplement à deux termes. Un à gauche et un à droite. Donc, la réponse, c'est B. Donc, maintenant, la durée de l'électrolyse. On sait que Q est égal à N fois F. Donc, on a le N, on a le F. Donc, on va trouver que c'est égal à 3753 coulombs. Donc, l'intensité I, elle est égale à 2 ampères. Et on a delta T est égal à Q sur I. Donc, tout simplement, donc, on va remplacer donc Q, voici la valeur, et I, voici sa valeur. On va trouver que ceci, à peu près, est égal à 31,3 minutes, qui, à peu près, est égal à 30 minutes. Donc, la réponse juste, c'est C. Donc, pour la dernière question, on veut le volume de O2, c'est-à-dire dioxygène formé. Ça, c'est le volume de O2. Donc, ça, c'est un gaz. Donc, on a la réaction dans l'anode. Donc, NO2 sur 1, le nombre de moles de NO2 sur 1, est égal à Ne, ici, Ne sur 4. Parce qu'ici, on a 4 électrons pour équilibrer cette équation ici. Donc, ceci
NE, on vient de trouver qui est égal à 0,03889. Ça, c'est pour l'argent. Donc, on va la diviser par 4. On va trouver que le N de l'oxygène, elle est égal à 0,009722,5 mol. Donc, le volume molaire, elle est égal à 25 litres par mol. Donc, V, parce que ce qu'on veut, c'est V de O2. Donc, V de O2, ce n'est rien d'autre que la valeur de N qui multiplie le volume molaire. Parce que le nombre de moles, c'est le volume sur le volume molaire. Donc, parce que ce qu'on veut, c'est le V. Donc, V est égal à NO2 qui multiplie VM, donc est égal à 0,243 litres. Et cette valeur ici, ça c'est écrit, donc c'est 243 millilitres, qui à peu près est égal à 240 millilitres, qui est plus proche de la valeur donnée par C. Donc le nombre de moles dans le cas des gaz, c'est le volume sur le volume molaire. Ou bien, si ce n'est pas le volume molaire, c'est-à-dire c'est V toujours V de E2 sur V0, par exemple, qui est égal à 22,4. Selon les conditions, mais nous, on travaille dans la condition de l'expérience où ils ont donné VM, qui est égal à 25 litres par mol. Cela dit que V de E2 est égal au produit. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.